Bienvenue dans cette série de vidéos pour enseigner et apprendre les mathématiques. Dans le contexte de la division polynomiale, nous présentons ici le théorème sur la recherche d'un zéro rationnel concernant une fonction polynomiale à coefficient entier. De quoi s'agit-il? Ce théorème d'abord fait suite à un théorème du même genre qui recherchait lui les zéros entiers, qui fait l'objet d'une autre vidéo. Donc ici nous intéressons bien à la recherche d'un zéro rationnel pour une fonction polynomiale à coefficient entier, ce qu'on peut également exprimer de la façon suivante, la recherche d'une racine rationnelle pour un polynôme à coefficient entier. Donc, soit je considère l'objet mathématique comme étant un objet purement algébrique, donc un polynôme, ce polynôme doit avoir, nous allons l'expliciter, des coefficients entiers, et ce qui m'intéresse, c'est de chercher ce qu'on appelle une racine rationnelle, c'est-à-dire un nombre rationnel qui est tel que lorsque je substitue dans le polynôme l'inconnu par ce nombre, le résultat est nul. Si je ne considère plus le polynôme, mais une fonction polynomiale, donc une fonction de la forme f de x égale un polynôme, alors le concept de racine est celui de zéro rationnel, donc je recherche cette fois un zéro, le zéro d'une fonction, donc une valeur qui annule cette fonction, pour une fonction polynomiale à coefficient entier. Alors tout ceci est un peu abstrait, donc on va essayer d'illustrer les choses avec un exemple. Donc je pars de la fonction f de x égale 2x³ plus x carré plus x moins 1. Cette fonction est de degré 3, fonction polynomiale de degré 3, puisque la plus grande puissance ici est de degré 3. Mon objectif est de chercher ces zéros, pour par exemple pouvoir en faire produire un tableau de signes, puis une représentation graphique. Donc je peux essayer de factoriser. Mise en évidence, ça n'est pas possible. Identité remarquable non plus. Divers trucs et astuces ne marcheront pas. Et nous avons vu dans un précédent théorème que nous pouvions rechercher des zéros entiers. Donc un zéro qui serait dans l'ensemble des nombres entiers. Et que ce zéro serait forcément parmi les diviseurs de 1. Donc nous aurions ici de moins 1, ce qui est la même chose, un candidat 0 entier, candidat 0 entier serait les diviseurs de 1, c'est-à-dire plus ou moins 1. Donc je peux ici très rapidement tester ces deux nombres. Donc je fais mes tests. F de 1, est-ce que f de 1 est égal à 0, 2, 3, 4? Non, f de 1 n'est pas égal à 0. Est-ce que f de moins 1 est égal à 0? Alors f de moins 1, ça fait 2 fois moins 1, moins 2, plus 1, moins 1, moins 1. Non, ça n'est pas égal à 0. Donc je n'ai pas de 0 entier. Donc ceci, le théorème précédent, me permet d'être certain qu'il n'existe pas de 0 entier pour cette fonction. Et c'est là que ce théorème intervient. Le voilà, puisque lui énonce la chose suivante. Si f de x égale à nxn plus an moins 1, xn moins 1 plus etc. à 2x2 à 1x à 0, donc l'écriture sous la forme générale d'une fonction polynomiale, avec la forme générale ici du polynôme. Donc si cette fonction est une fonction polynomiale à toujours coefficient entier, à coefficient entier, c'est-à-dire que les coefficients A0, A1, A2, AN-1, AN, etc., l'ensemble des nombres qui multiplient les puissances successives de l'inconnu sont tous ici des entiers. Donc supposons que cette fonction est une fonction polynomiale, que ses coefficients soient tous entiers, et que, dernier point, C sur D, c'est-à-dire une fraction, soit un zéro rationnel. Donc supposons que je connaisse un zéro rationnel, alors le numérateur de cette fraction et de ce nombre rationnel et le dénominateur, le numérateur doit être un diviseur de A0 et le dénominateur doit être un diviseur de AN. Alors dans le cadre particulier de mon exemple, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça signifie que A0, c'est A0 est donc le coefficient qui multiplie la puissance 0, c'est-à-dire le coefficient libre ici, c'est égal à moins 1. Et AN, c'est le terme directeur, on dit aussi parfois le coefficient qui accompagne la plus grande puissance. Donc ici, c'est 2. Donc,
la fraction, je vais construire les fractions dont les numérateurs, donc C divise moins 1 et D divise à n. Donc je construis toutes les fractions, je vais construire les candidats 0 rationnels de la façon suivante. Alors c'est une notation un petit peu spéciale, donc je vais construire des fractions dans lesquelles au numérateur je mets des diviseurs de moins 1 et au dénominateur je mets des diviseurs de 2. C'est-à-dire que je construis finalement toutes les fractions de la forme plus ou moins 1 sur des fractions de la forme j'ai soit plus ou moins 1, diviseur de 2, soit plus ou moins 2. Alors attention, c'est évidemment une notation un petit peu folklorique ici. Si je veux être un peu plus précis, la liste des candidats, c'est quoi? Quelles sont toutes les fractions que je veux construire comme ça? Au numérateur, j'ai 1 moins 1, au dénominateur, j'ai 1 moins 1, 2 moins 2. Donc 4 candidats, à savoir moins une demi, ou bien plus une demi, ça c'est une notation correcte, ou bien moins 1 plus ou moins 1, donc plus ou moins 1 sur 1. Donc, si vous voulez une liste exhaustive, ça voudrait dire moins 1, moins une demi, plus une demi, et plus 1. On peut faire la remarque que, de fait, si j'ai déjà fait le test des zéros entiers, les fractions, parce que moins 1 c'était bien sûr ici moins 1 sur 1 et 1 sur 1, donc c'est des fractions qui correspondent à des nombres entiers, ces deux nombres-là, je peux les mettre un peu entre parenthèses, je sais déjà que ce ne sont pas des zéros puisque j'ai fait le test au préalable. On pourrait également n'appliquer que ce test-là et ne pas utiliser au préalable celui des zéros entiers, ça c'est une question de stratégie, on abordera ça dans une autre vidéo. Donc finalement, les deux réels candidats purement rationnels sont plus ou moins une demi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester, bien sûr, exactement comme précédemment, ces deux fractions. Et si je calcule f de une demi, par exemple, eh bien, f de une demi, c'est égal à une demi au cube, c'est-à-dire 1/8. 2 fois 1/8, ça fait 1/4. Plus une... oui, je teste une demi, là, donc plus une demi au carré, qui fait donc 1/4, plus x, qui est une demi, donc 1/4 plus 1/4 plus une demi, moins 1, et bien ceci, 1/4 et 1/4, une demi, une demi, une demi, ça fait bien 0. Qu'est-ce que je peux déduire de ceci? Je déduis que une demi est un 0 de ma fonction polynomiale, et donc, grâce au théorème sur le reste nul, que nous avons présenté dans une vidéo précédente, une vidéo préalable, le théorème sur le reste nul me dit que si je divise f de x par le polynôme x moins une demi, beaucoup de place, eh bien je vais obtenir un reste nul, c'est-à-dire que le polynôme x moins une demi est un diviseur du polynôme f de x. Si j'effectue la division polynomiale de f de x par x moins une demi, j'obtiendrai une factorisation de f de x. Alors, il me reste évidemment maintenant à... Donc, le voici, prêt à être démontré. Comme d'habitude, lorsqu'on démontre un théorème, on prend toujours soin de commencer par bien identifier ici les hypothèses. Donc, si je vais jusque là, tout ce bloc, si j'ai une fonction polynomiale dont les coefficients sont entiers et que C sur D est un zéro rationnel. Donc 3 hypothèses. Fonction polynomiale, coefficient entier, zéro rationnel. Ceci, ce sont les hypothèses de ce théorème. Et ici, nous avons les deux conclusions de ce théorème qui sont que C, donc le numérateur de la fraction, divise à 0 et que D divise à puissance n. Alors nous allons partir pour démontrer ce théorème de la troisième hypothèse. Donc nous savons que C sur D, qui est donc un nombre rationnel, est
tel que f de c sur d est égal à 0. Pourquoi ceci? Parce que l'hypothèse est que c sur d est un zéro de la fonction, donc être un zéro par définition du terme 0, ça signifie que l'image par la fonction est égale à 0. Maintenant, la fonction est définie par cette expression, il me suffit de substituer x par c sur d. Je vais être un peu pénible, donc je vais la faire apparaître directement. La voici, j'ai donc substitué dans l'expression f de x égale tout ceci, x par c sur d, et le résultat donne bien 0. Je vais maintenant faire un tout petit peu d'algèbre. Je peux ici distribuer, entre guillemets distribuer, donc utiliser les propriétés des puissances, et c sur d puissance n, c'est la même chose que c sur n d puissance n. Ici je vais sauter le deuxième terme pour aller plus vite. Ici j'ai a carré fois c carré sur d carré, enfin c sur d et à 0. Ici c'était à 1 égale 0. Donc, première étape, un peu d'algèbre. Deuxième étape, je vais ici multiplier les deux membres de mon équation par d puissance n. Alors, si vous voulez, ça revient ici à multiplier toute cette expression par d puissance n, et ici à multiplier 0 par d puissance n. Alors bien sûr, 0 fois d puissance n donnera 0. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui va se passer ici si je distribue. Maintenant, c'est vraiment une distributivité. Donc d sur n sur le premier terme, ça va faire an, celui-ci il ne bouge pas. Et puis j'ai fois d sur n fois c sur n sur d sur n. Donc les d sur n se simplifient, il me reste seulement c sur n. Le terme suivant, c'est celui qui était écrit ici. Je vais avoir le an-1 qui ne bouge pas. Et puis il faut imaginer que d sur n vient multiplier ceci, dans lequel on a en haut c puissance n-1 et en bas d puissance n-1. Donc j'ai le c puissance n-1, bien sûr, ne va pas changer. Donc ici, c'est un fois, hein, ça. Ça c'est un 1. Et puis donc j'ai d puissance n au numérateur, ici, si ça se distribue, et d puissance n-1. Donc il va me rester un d, alors je peux l'écrire explicitement ici, d puissance n au numérateur, d puissance n-1 au dénominateur. Ceci, bien sûr, va se simplifier en un d puissance 1. Je continue ainsi. Ce terme-là, le A2 est toujours présent. Le d puissance n multiplie c carré sur d carré, donc le c carré, lui, n'est pas du tout impacté. Et puis j'ai un d puissance n au numérateur, un d puissance n divisé par un d carré. De la même façon, ici, je peux faire une simplification et remplacer d puissance n sur d carré n'est rien d'autre que d puissance n-2. Ici, je fais un petit peu de place parce que finalement, j'ai pas besoin d'écrire tout ça. Donc j'en suis maintenant à la distributivité du d puissance n sur celui-ci. Le suivant, donc toujours A1 qui ne bouge pas, le C qui est là qui ne bouge pas, et le d puissance n sur d que je peux remplacer, simplifier par un d puissance n moins 1. Et enfin, le dernier terme qui est simplement A0 fois d puissance n, le tout devant être égal ici à 0. Donc j'observe finalement que j'ai les puissances de c en ordre décroissant, cn, cn-1, etc., c carré, c puissance 0, et le contraire, les puissances de d en ordre croissant, d carré, etc., dn-2, dn-1, d puissance n. L'idée qui suit est à peu près la même que celle que nous avions utilisée dans la démonstration du théorème précédent sur la recherche du zéro entier, c'est-à-dire qu'ici on va isoler ce terme, donc soustraire A0 d puissance n des deux côtés,
de l'égalité. Donc ici, 0 moins, ça va me faire un moins A0 d puissance n. Et de ce côté, ben, il va me rester le tout ôté du dernier terme. Alors ceci, on va le faire de façon un peu plus rapide. Donc je vais jusqu'ici, jusque là. Hop, hop, et hop. Un peu plus vite. Hein. Donc j'ai bien l'ensemble de cette expression et simplement le dernier terme qui a été soustrait ici et donc ajouté de ce côté. Alors, pourquoi est-ce qu'on a opéré de la sorte? Bien parce que maintenant, sur le membre de gauche, on observe que dans chacun des termes qui composent cette somme, hein, le premier qui est ici, le deuxième qui est ici, etc., ici, et le dernier ici, j'ai à chaque fois un facteur C qui apparaît que je vais pouvoir mettre en évidence. Alors on va changer de page pour pouvoir mieux contrôler ce calcul. La voici, donc j'effectue ma mise en évidence. Alors je mets C en évidence ici dans ce premier terme, il me reste AN et j'avais C puissance N. Donc si j'ai mis un C en évidence et que j'en avais N, il m'en reste N-1. Deuxième bloc ici, le AN-1 est toujours là. C puissance N-1, j'en ai mis en évidence, donc il m'en reste un de moins, c'est-à-dire N-2. Et puis j'avais ici fait la simplification, il reste le D. Ça continue de la même façon. Je mets C en évidence, le A2 reste. J'avais C carré, j'en ai mis en évidence, il m'en reste 1. Et j'avais D puissance N-2. Donc ici, évidemment, toujours des multiplications. Et puis, le dernier, j'ai mis ici en évidence, il me reste A1 fois D puissance N-1. Ceci est égal à moins A0 fois D puissance N. Alors maintenant, il faut analyser un petit peu ce qui est écrit ici. Le membre de gauche, nous avons C qui multiplie l'ensemble de cette expression. Alors, l'ensemble de cette expression, eh bien, on va pouvoir en dire quelque chose. Pourquoi? Parce que nous avions dans notre théorème, si je reviens à l'énoncé, nous avons utilisé la première hypothèse, à savoir que la fonction s'écrit de cette façon puisqu'elle est polynomiale. Nous avons utilisé la troisième hypothèse, C sur D est un zéro rationnel, pour commencer la démonstration. Nous n'avons pas encore utilisé l'hypothèse des coefficients entiers. C'est maintenant que nous allons faire. Donc AN, AN-1, etc., chacun des A, A1, A2, ce sont des nombres entiers. C et D sont aussi des nombres entiers, puisque C et D étaient le numérateur et le dénominateur d'une fraction. Donc tous ces nombres sont des nombres entiers qui sont multipliés et additionnés entre eux. Donc je suis certain que l'ensemble de cette expression est également un nombre entier. Pourquoi est-ce que c'est important de dire que c'est un nombre entier? Parce que maintenant j'ai C qui est un entier aussi, bien sûr, puisque c'est le numérateur d'une fraction. A0 est un entier, D est un entier, donc tout ceci, ce sont des entiers. Et je peux maintenant m'appuyer sur les notions de divisibilité, de multiple ou diviseur de, à savoir, C fois cette expression est égal à moins A0 fois D, donc forcément C est un diviseur de tout ceci. Puisque C fois quelqu'un égale le tout, C est un diviseur. Mais comme C est un diviseur de toute cette expression qui est égale à toute celle-ci, je peux en déduire que C, le nombre C est un diviseur où C divise forcément le nombre moins A0 fois D puissance n. Ceci, si vous voulez une image, c'est par exemple si j'avais 2 fois 7 est égal à 1 fois 14. De ceci, je peux déduire que 2 est un diviseur de cette expression, et puisque 2 divise tout ceci et que les deux expressions sont égales, 2 divise aussi tout ceci, donc je peux en déduire que 2 est un diviseur de 1 fois 14. Et maintenant, nous avons besoin encore d'une toute petite notion de théorie des nombres. Si C divise
le produit de A0 et de D, le moins ici n'est pas très important, hein. A0 fois D, c'est A0 fois D puissance n. Eh bien, ce que nous savons dès le départ, ou ce que nous pouvons faire comme hypothèse au départ, c'est que la fraction C sur D est irréductible. Pourquoi? Parce que si elle n'était pas irréductible, eh bien, on n'aurait qu'à la réduire pour la rendre irréductible. Ce n'est pas intéressant de travailler avec une fraction qui n'est pas irréductible. Donc puisqu'elle est irréductible, ça veut dire que C et D ne peuvent pas avoir de facteur commun. Il n'y a pas un diviseur commun à C et à D. Donc, C et D n'ont pas de facteur commun. Et donc, puisque C divise le produit de ces deux nombres, mais que C et D n'ont rien de commun comme diviseur, forcément C ne peut diviser que la partie A0 de ce produit. C'est-à-dire que C divise A0. C'est la première partie de ce que nous devions justifier. À savoir, c'est ce qu'il fallait démontrer 1 sur 2, puisque je vous rappelle que le théorème nous dit que nous devons démontrer que C divise A0, mais également que D divise AN. Alors comment démontrer que D divise AN? Eh bien, l'idée est exactement la même. Rappelez-vous, nous sommes partis ici de cette égalité et nous avons soustrait ici le dernier terme de telle sorte, quelle était l'intention? Nous ayons dans chacun ici des termes le C que nous pouvons mettre en évidence. Et ensuite, le fait que C soit mis en évidence nous permet de conclure quelque chose sur C. L'idée va être de faire exactement la même chose, mais symétriquement, c'est-à-dire qu'au lieu de soustraire pour supprimer ce terme-là, nous allons soustraire pour supprimer celui-ci, et nous aurons donc plus que des D, nous pourrons mettre D en évidence, et nous pourrons conclure sur D. Alors on va le faire un peu plus rapidement. On le voit donc ici, je suis reparti de cette égalité. Cette fois je soustrais je soustrais AN, C puissance n. On obtient donc l'ensemble de ces termes-là qui sont reproduits, et puis moins ANCN ici, et le ANCN qui disparaît. Pourquoi, comme je l'ai dit, a-t-on fait ceci? Parce que maintenant, on a dans chacun de ces termes un facteur D qu'on peut mettre en évidence. Il reste AN-1, CN-1. Ici, A2, C2, j'ai DN-2. J'ai mis en évidence D, il me reste donc DN-1. J'ai ici A1C, j'ai DN-1, il me reste DN-2. J'ai A0D, il me reste A0, DN, j'en ai enlevé un, il me reste DN-1 est égal à moins AN-CN. Même argument, D fois l'ensemble de cette expression qui est forcément un entier pour les mêmes raisons que tout à l'heure, et ceux-ci, ce sont également bien sûr des entiers. Ici c'était puissance n. Donc D est un diviseur de l'ensemble de cette expression, donc D est également un diviseur de cette expression-ci. D divise l'expression moins AN C puissance n, mais comme D et C n'ont toujours pas de facteur commun, c'est le même argument que dans la page précédente, c'est forcément que D divise moins A indice n. Diviser un nombre ou diviser son opposé, c'est évidemment la même chose, donc D divise n, ce qu'il fallait démontrer cette fois-ci, 2 sur 2. Merci de votre attention.